Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film norvégien sorti en 2011 ou 2012, Oslo 31 août, réalisé par Joachim Trier. Et je crois que c'est que le troisième long métrage venu de ce pays que j'évoque sur la chaîne après The Innocents et Trollhunter. Tiens, le premier nommé là avait été écrit et réalisé par Eskil Vogt, qui est co-scénariste ici de l'œuvre, avec bien sûr son metteur en scène. Un film qui fait partie d'une trilogie non officielle, car les trois longs métrages n'ont pas de lien entre eux, sur la ville d'Oslo, le troisième chapitre étant le fameux Julie en 12 chapitres que j'avais raté au cinéma à l'époque, mais qui avait défrayé la chronique notamment à Cannes, à travers le prix d'interprétation féminine pour son actrice principale, Renate Reinsve, qui apparaît ici pour la première fois à l'écran, mais c'est un tout petit rôle. Le principal est attribué à un autre acteur fétiche de Trier, à savoir Anders Danielsen Lie, et d'autres personnes autour que je ne vais pas forcément citer, parce qu'à un moment je risque de mal prononcer certains noms propres, et je n'aime pas trop ça. Oslo 31 août est une adaptation d'un livre français écrit par Pierre Drieux-La Rochelle, Le Feu Follet. Ça vous dit peut-être quelque chose, parce qu'il y a eu un film déjà fait autour de ce bouquin, réalisé par Louis Malle, et dont j'ai déjà parlé il y a quelque temps sur la chaîne, sorti dans les années 60. Joachim Trier avait beaucoup apprécié cette œuvre, mais il a voulu faire sa propre version. J'imagine qu'il a eu le livre et tout, avec son scénariste, pote, etc. Et en effet, il y a des différences. Mais l'important, c'est justement cet ailleurs. On n'est plus en France, on est à Oslo. Donc nous, qui connaissons déjà l'œuvre de Louis Malle, on va être un peu dépaysés ici. Puis c'est plus moderne. Dans le film et le bouquin, c'est addiction à l'alcool. Là, c'est sur une drogue qui est destructrice, l'héroïne. Et on va suivre Anders, voilà, un personnage qui porte le même prénom que son acteur, et il y en a d'autres dans le film, dans ce cas, qui sort d'une cure de désintox, enfin il prend une journée off, si vous voulez, il semble aller mieux. Mais bon, sur cette journée, 30-31 août, parce que en fait, l'unité de temps, elle est à cheval sur 2 jours, quelque part, il va avoir un entretien d'embauche, peut-être donc pour commencer la reconstruction de sa vie. Et au passage, il en profite pour reprendre contact avec des gens qu'il connaît, qui ont un lien avec sa vie d'avant, mais qui vont mieux, ou des anciennes petites amies, certaines sont là, d'autres ne répondent pas. Sa sœur, mais celle-ci, visiblement, n'a pas trop envie de le voir, enfin, il y a tout un délire, là. Et Anders, en se reconnectant à la vraie vie, va se demander si ça vaut la peine vraiment de reconstruire la sienne. Bah oui, c'est très déprimant, c'est mélancolique. Et si vous avez vu le film de Louis Malle, c'était peut-être un peu plus frontal sur cette version. Et ici, on va naviguer dans cette ville d'Oslo qui nous est présentée au début avec des images dans un format différent pour nous montrer justement l'évolution de la ville et certains témoignages vis-à-vis de celle-ci par rapport à des souvenirs. C'est un film qui convoque cela. Je crois qu'il y a des citations d'un bouquin de Georges Perec. Il est francophile, Joachim Trier, il s'en cache pas. Évidemment, c'est pas forcément une histoire de descente aux enfers ou de remonter à la surface, c'est un entre-deux là, où on va voir Anders qui va traverser cette journée, ces quelques heures, pas comme un fantôme, mais comme quelqu'un qui n'a peut-être pas la capacité de s'en sortir, quand bien même il semble être sur la bonne voie. Et donc c'est pas très joyeux, et ça questionne beaucoup de choses philosophiquement parlant. Et c'est la grande force du film, c'est-à-dire que sur un principe de départ simple, donc on arrive à prendre la profondeur du propos, et avec ce personnage-là, comprendre ce qui se passe en lui, mais aussi sa vision des gens autour, et de cette vie. C'est un film qui est plein de vie, mais c'est sombre. C'est-à-dire que la photographie joue un rôle en ce sens. Il y a plein de scènes, de fêtes, de repas, de retrouvailles, dans un bar, un restaurant à un moment, vers une piscine aussi à la fin, sur la route, on est sur un vélo, bon, il y a une petite vibe un peu quasi nouvelle vague, parce qu'il y a de l'influence nouvelle vague aussi dans la rupture des tons, et dans une forme de suivre ce personnage, quasi caméra épaule la plupart du temps, et au plus proche de sa psychologie et dans ses méandres. On est là, c'est un film qui aurait pu être fait par la version nouvelle vague, mais modernisé à Oslo par un auteur qui s'approprie le sujet. Et c'est assez brillant en fait. Dans la composition cinématographique, c'est parfait. Le choix des cadres et comment on isole ou pas le personnage par rapport aux espaces, mais aussi aux gens autour, selon à qui il parle ou les personnes qui l'écoutent.
C'est remarquable. Il y a des scènes qui sont très justes, que ce soit dans les blabla, bon, hein, c'est un peu bavard, ça peut être aussi une nouvelle vague, ça, des moments de discussion comme ça, et des moments où il écoute, c'est-à-dire il est seul. Il y a cette scène extraordinaire qui est presque la bascule du film, hein, quelque part. Au début, enfin au milieu, c'est vraiment à peu près au milieu, hein, dans donc ce bar-restaurant où il se pose, il est seul, et il écoute autour, et nous on écoute avec lui. Des blabla de vie en fait. Il y a même une personne qui fait la liste des choses qu'elle aimerait faire avant de mourir, quoi. Elle s'imagine des choses parfaites. Et en sortant de là, il est encore plus isolé et se dit que il ne peut pas se réadapter en fait. Et en fait, peut-être ici, il comprend pourquoi il est tombé là-dedans, pourquoi il a subi cette addiction, pourquoi il n'a jamais pu se caser avec des petites amies qu'il a collectionnées, et dont une, visiblement, si elle lui répond pas, c'est pas par hasard. Si sa sœur veut pas le revoir, c'est aussi peut-être pas par hasard. Il y a certaines erreurs, des choses qu'il a pu subir, et il va se remettre en question sans pouvoir vraiment se remettre en question, sans se chercher d'excuses non plus. Par exemple, il y a une discussion avec une personne sur les parents, bon lui il refuse de mettre ça sur le dos de ses parents, parce qu'il le dit en voix off, il a été bien éduqué, il n'y a pas de problème en soi là-dessus, c'est comme ça, hein, il a fait ses propres choix, et ses choix n'ont pas été les bons, peut-être les rencontres aussi qu'il a faites n'ont pas forcément été positives, il y a tout un truc là-dessus, ça reste à la fois vague et précis dans une certaine profondeur, j'aime beaucoup cette idée. C'est jamais trop intellectualisant, même si on fait des citations, bon oui, ça va être un peu intello si vous voulez, mais ça reste très très abordable dans le fait que nous, on se met à la place, ce monsieur, qu'on ait vécu ou non sa vie, peu importe, on a tous eu des moments de down, de remise en question, et là, il est vraiment bloqué dans un ailleurs, quoi. C'est pas parce qu'il sort de là et qu'il semble avoir vaincu son addiction qu'en fait, derrière, le plus simple est à venir. Ça remet aussi en perspective les personnes qui donc doivent se sortir de quelque chose, d'une toxicité de vie, quelle qu'elle soit, l'alcool, la drogue, ou des personnes voilà, qui ont fait du mal, bon. Et bon, on peut s'en sortir, bien sûr, on peut s'en sortir. Une question de volonté ou pas, ça c'est à chacun, hein, c'est compliqué. Mais derrière, il faut quand même reconstruire quelque chose. Et c'est pas forcément évident. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent s'en sortir, mais derrière, retomber. Parce que la vie d'après, c'est peut-être plus celle qu'on aurait imaginé en étant dans ce piège, dans cette torpeur d'avant. Et c'est exactement ça le film. C'est-à-dire que la ville d'Oslo fonctionne ici comme une sorte de chape de plomb sur un personnage qui pourtant côtoie des choses vivantes, et même se permet des parenthèses d'y croire, peut-être le temps d'une nuit, peut-être sera aussi en filigrane celle qui lui permettra de prendre une décision. Parce que si vous connaissez le film de Louis Malle ou le livre, normalement ça se termine pas bien. Et d'ailleurs, dès le début, il joue avec ça, Joachim Trier, on voit le personnage Anders tenter de se suicider en allant se noyer dans une rivière, mais il peut pas. C'est-à-dire qu'il se dit, j'ai peut-être quelque chose à faire. Mais est-ce que ce quelque chose à faire, finalement, il le peut? Et là, allez, petite zone spoiler. Grosse différence, c'est qu'il va mourir, mais de façon beaucoup plus subtile que dans la version Louis Malle, et j'imagine le bouquin. Parce que on peut même faire le jeu de mots en version anglophone, si vous voulez, parce qu'il se tire dessus, à la base. Il se suicide avec une arme, donc il shoots himself. Là, il shoots himself autrement, parce qu'il replonge dans la drogue. Et oui, il retombe dans l'addiction de l'héroïne parce qu'il se rend compte que de toute façon il ne peut pas reconstruire sa vie. Donc autant en finir en utilisant une dernière fois ce poison qui va finir par le tuer, qu'il l'a tué à petit feu avant et qui finit de toute façon, il est quasi mort déjà. Et il y a pourtant cette tentative là, on déambule dans les rues, on est dans cette piscine, mais il se refuse en fait. Même dans la fête avant, en parlant à une femme, ça se refuse à lui ou il se refuse à ceux-là. Et c'est terrible. L'entretien d'embauche qui est d'une violence aussi, où on pourrait y croire que, mais non, mais il va révéler son addiction, et en fait il se met lui-même en danger. Il se saborde en fait. C'est l'histoire d'un sabordage absolu. Et alors cette fin de film est extraordinaire dans sa mise en scène. C'est-à-dire que oui, il fait le final shot, hein, si vous voulez. Alors on imagine peut-être qu'il ne va pas en mourir, mais bon, vu le propos, vu l'adaptation, bon, ok. Et il y a un silence derrière. Un silence qui fait écho à beaucoup de choses du film. À la ville d'Oslo, on voit des extérieurs, et à ce cadre de fenêtre très rétréci. Au moment où il ouvre devant, voilà, pouf, et puis ça se finit là-dessus. C'est très, très étouffant. C'est-à-dire qu'il y a un cadre vers un extérieur qui n'est plus fait pour lui. C'est-à-dire qu'il se refuse. Donc lui, il est à l'intérieur, sur ce lit, et donc on a des plans fixes qui montrent justement la fixité finale, et le dernier fixe, hein, si vous voulez, qui s'impose, ça me touche beaucoup, hein, cette fin-là,
qu'il termine, quoi. Et il se termine là-dessus, il se refuse à cet extérieur qui paraît bien loin, hein, avec cette fenêtre bien plus petite dans le surcadrage de l'écran. Ça en dit long. Voilà. Et ça fait un écho terrible avec ce début où c'est plein de vie, et des gens qui parlent de vie, de souvenirs, mais lui, en fait, il est noyé dedans. Il n'y a plus d'avenir, donc s'il n'y a plus d'avenir, il en arrête là, quoi. Il s'arrête là. Et je ferme la zone spoiler, je vais aussi m'arrêter là. Bref, c'est un film qu'il faut voir avec l'esprit bien posé. Hein. Je ne recommanderais pas ce métrage si vous êtes encore un petit peu en mode dépression par rapport à une addiction préalable, ou par rapport à une reconstruction de vie en cours ou espérée. C'est pas forcément positif là-dessus. Est-ce que ça peut influencer? Non, on est spectateur, il faut savoir aussi prendre une distanciation tout en questionnant et en analysant et en ressentant les choses. Mais ouais, ça peut faire mal comme film. C'est pas vraiment là où on va chercher l'espoir. Ça serait peut-être le seul reproche qu'on pourrait faire à ce long métrage. Je ne considérerais jamais un film comme étant dangereux. C'est à nous d'être assez intelligents pour. Mais il faut avoir un petit warning avant, voilà, un petit contexte pour être sûr qu'on a les épaules assez solides sur le moment présent et que mentalement ça aille suffisamment bien pour voir ce film et après avancer à sa propre manière. Le cinéma, c'est magnifique, hein. Ça m'en raconte beaucoup de choses sur la vie, sur l'imaginaire, sur plein de trucs. On peut raccorder des choses, on peut juste être spectateur, mais en étant spectateur, on ressent. Donc ce film-là, il est intense sur beaucoup de points. Et voilà, sur des questionnements, et sur la philosophie aussi. La philosophie de l'existence, hein. L'existentialisme absolu, il est là. Bref, Oslo, 31 août. Très très bon film, mon premier, hein, donc d'ailleurs de Joachim Trier, je ne l'ai pas précisé au début, mais si j'ai raté Julien en 12 chapitres, je n'ai pas vu le reste non plus. Et si j'en parle, et je conclue aussi là-dessus, c'est qu'au moment où cette vidéo est publiée, normalement le festival de Cannes va commencer bientôt, ou a commencé, je ne sais pas, on est dans ces eaux-là, hein, parce que je toujours de l'avance quand je fais des vidéos, hein. Et il y a un nouveau Joachim Trier en compétition, je crois, enfin en tout cas il sera présenté sur la quinzaine, voilà, donc je pose ça là, et je vous dis, merci d'avance pour vos commentaires. À la prochaine. Ciao.